Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le président Macky Sall annonce la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale. Le chef de l'État présidé la première édition de la Journée nationale de l'équité sociale, une cérémonie pour évaluer les différents programmes initiés sous son magistère, Puma, PUDC, Promoville, Bourse de sécurité familiale. Le Sénégal assure désormais la présidence de l'OHADA, passation de charge ce mardi entre Aïssata Tall Sall et sa prédécesseur. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères compte consolider les acquis et poser les jalons pour redynamiser l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La conférence des chefs d'État membres ne s'est pas tenue depuis 10 ans. Le personnel de la RTS présente ses vœux. Au directeur général, Racine Talla a énuméré les projets en cours, évoqué des sujets d'ordre social et remercié le chef de l'État pour les importants investissements destinés au rayonnement de l'audiovisuel public avec la tour de 10 étages en cours de finition. Les Lions préparent leur deuxième match face au Cameroun, un duel de champions que les joueurs comptent aborder avec sérénité et détermination face à la Gambie. Les coéquipiers à Lamine Camara ont sorti le grand jeu malgré la chaleur, 37 degrés et l'humidité. À suivre les coulisses de ce match avec notre envoyé spécial Ibrahima Mboupa. Bienvenue à tous. Bientôt la mise en place de la Caisse autonome de protection sociale. Elle sera chargée d'assurer et d'accompagner les politiques de gratuité du paquet social initié par le président Macky Sall. Annonce faite aujourd'hui par le chef de l'État qui présidait la première édition de la Journée nationale de l'équité sociale. Les délégations des 14 régions du Sénégal saluent la politique sociale du président de la République qui touche notamment les couches les plus vulnérables à travers des programmes d'urgence, bourse familiale, PUDC, Puma, Promoville, entre autres par Biram Bigueñaï. Ce sont les populations elles-mêmes qui portent le message d'espoir, de gratitude et de reconnaissance. La reconnaissance envers un leader. De l'ombre à la lumière, le souci du social apparaît comme un triomphe. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un chef d'État n'a autant fait pour les couches les plus vulnérables. Le président Macky Sall est le compatisseur d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous et le Sénégal, le Sénégal de tous et le Sénégal, voilà, pour tous, où chacun peut avoir une vie décente. Il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité, mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret. Ce qui m'a le plus plu, et notre sœur de Diofior l'a dit, Ndeye Khady, ce sont les machines, les machines, les décortiqueuses, les batteuses, les moissonneuses, qui vraiment ont beaucoup contribué à alléger le travail domestique des femmes dans ces zones rurales. Depuis 2013, des transferts de l'ordre de 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. Le programme a permis d'étendre au maximum les bénéficiaires pour l'accès aux soins. Il nous a permis de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 53,20%. De 2012 à maintenant. Le condensé d'une série d'actions avec un impact réel sur le vécu des populations, jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal. L'œuvre est monumentale. Avec le président Macky Sall, le mot équité fait sens et devient, au fil du temps, un mode de gouvernance qui ratisse large et voit grand. Gouvernance de proximité, la trouvaille du président Macky Sall qui a changé la vie de plusieurs millions de Sénégalais. Aujourd'hui, je suis comblé d'être en face du président Macky Sall. Monsieur le Président, nous vous remercions vivement pour ces transferts d'argent en faveur des couches vulnérables.
Macky Sall tey moo ñu ci dugal tey tax na tey suñu xale yi ñu ngi jàng bu baax tax na tey ñun tey. Je dois également dire que grâce aux bourses familiales, nos enfants vont désormais à l'école. CM2 ñu ne doo leen mën a def examen parce que amu leen kayitu juddu loolu président Macky Sall la moo ko fi indi. paquet bi nga ñu tegal benn la ci Sénégal moo waral ñi nga xam ne amoon nañ sa seen régime ñu ngay ñëw di ñu fekk ci suñu programme ndax ki la jëlal consultation. Le paquet social de la couverture maladie est unique en son genre. De la consultation aux analyses, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès aux soins de santé à moindre coût. jërëjëf ci paquet bi nga tegaat ci ni natt gi joxe leen moitié ma joxe leen moitié ñi mënul dinaa leen fayal waay lan la ñu bëggate leneen dama ne programme bi dafa neex a neex ba nit ñi gëmuñu ko woon toog nañu ay at ñu ni président mi est-ce que du waxu campagne la ñu wax waaye déedéet engagement nga ñu joxoon doxal ko ba tey jii Sénégal yépp amul couche bu ci jotul nouveau-né ba vieille personne ñoom ñëpp ñu ngi ciy jëriñu tey jii. président Macky Sall 5 ans lañ la may ndax gorte wax. Monsieur le président Macky Sall, le pays aura encore besoin de vous après les 5 prochaines années. ndax Sénégal ku ko xamoon démb xam ko tey xam ne soppeeku na président Macky Sall touché nga secteur yëpp. Vous avez énormément fait pour ce pays. Les réalisations sont nombreuses. PUDC, Promoville, Puma, Francis. Je vais parler au nom des bénéficiaires du PUDC. Fin 2014-2015, il y a eu une véritable transformation, une révolution dans le monde rural. En plus d'avoir soutenu les ménages et réduit la pénibilité des travaux domestiques. Président Macky Sall daa jël Sénégal yëpp def ci ay machines façon bu nekk jigéen ñi nekk fi mën nañ marché amul fu mu bàyyi ci Sénégal lan moo tax mu def ko dafa bokkoon ci politique am mu yërëm jigéen xam li xew ci gox goxaan yi nekk doomu Siin dox Sénégal wër ko xam li jigéen ñi soxla mu boole ko ci programme am ñëw jël PUDC yebal ko mu indi ay machine ci gox goxaan yi ay junniy machine. su ma jëlee quartier bu mel ne Cité Lamy c'est l'un des quartiers les plus peuplés de Thiès musul am une route pénétrante maanaam tali. Cité Lamy est l'un des quartiers les plus populaires de Thiès qui n'avait jamais de route. mais tali bi li mu yokk monsieur le président mooy ñi dëkkoon ci tali bi. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à Promoville et surtout avec un impact réel sur l'économie locale. dafa am ay magasin yu rafet yu gars yi def ci tali bi nga xam ne dañ ko pavé ba ci kaw kër yi ñu ibbi ko ñenn ñi ci la ñuy dundal seeni njaboot ñenn ñi ci la ñuy faj seeni soxla donc am na impact économique ci côté boobu. Bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle, PUDC, Puma, Promoville et j'en passe. Le président de la République Macky Sall a pensé à tout. Sa vision, qui se marie à une belle ambition d'émergence, constitue l'épine dorsale d'une politique sociale ressentie aux 4 coins du Sénégal. Nous allons mettre en place très prochainement la caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités, les césariennes, les gratuités pour la dialyse, les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame. Il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas. Il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale. Et cette première édition qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur
du plan Sénégal émergent doit nous inciter à une réflexion approfondie sur nos politiques en la matière pour mesurer nos succès, mais également mesurer nos limites et identifier les leçons pour aller de l'avant. Ils sont venus des 14 régions du pays. Le pays réel exprime ce jour sa profonde gratitude au président Macky Sall. Expression traduite en actes par ses nombreux gestes d'affection. Le chef de l'État, toujours dans le temps de l'action. Bateau ambulance pour les îles du Saloum, ambulance tout-terrain, des équipements médicaux, dans l'esprit de cette journée nationale de l'équité sociale qui sera désormais inscrite dans l'agenda institutionnel. Les femmes ont tenu à remercier le chef de l'État pour les nombreuses actions réalisées dans les territoires avec les programmes comme le PUDC, le PUMA, la CMU, les bourses sociales. Elles ont apporté leur témoignage. Le programme intervient également dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Et c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter. Parce que dans le cadre de ce programme-là, au-delà des pavages que nous avons réalisés avec ces jeunes-là, ce programme-là a permis à ces jeunes de pouvoir développer des activités entrepreneuriales. Nous avons beaucoup d'exemples de jeunes qui ont pu créer leur entreprise, qui ont pu développer cette activité-là grâce au programme Xëyu Ndaw ñi, grâce à cette vision du président de la République Macky Sall. Et je pense que cette journée vient à point nommé pour pouvoir permettre aux populations de le remercier par rapport à toutes les interventions qui ont permis à tous les Sénégalais de se sentir sénégalais. Le slogan d'un Sénégal de tous, pour tous, ce n'est pas juste un concept, mais quelque chose qui est visible dans nos campagnes, mais qui est également visible dans nos villes à travers le programme Promoville. On a parlé de l'allègement des travaux de la femme. Nous avons beaucoup apporté aux femmes en termes d'équipement, en termes d'autonomisation, en termes de financement. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est devenu une réalité. Je disais tout à l'heure, presque 10 ans après, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont accès à l'eau, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont l'électricité et aussi plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont vu leurs conditions de vie améliorées grâce, bien sûr, à toutes ces interventions du programme d'urgence de développement communautaire. Comme je dois le rappeler, 123 milliards en phase 1, 300 milliards presque acquis en phase 2 avec le concours des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien de développement. Et un dernier projet, le tout dernier né des projets, consistant à électrifier 2000 localités. Nous en sommes pratiquement à la mi-parcours, en sens que nous sommes à pratiquement 900 villages électrifiés. Tout cela mis ensemble concourt justement à mettre en œuvre cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit, qui avait théorisé le nouvel ordre de priorité, théorie qui est devenue aujourd'hui une réalité, raison pour laquelle nous avons bien sûr fêté avec lui cette journée pour que justement les populations puissent comprendre ce que nous avons fait et qu'il y ait un nouvel élan. Parce qu'il a dit tout à l'heure, on n'a pas tout fait. Il reste beaucoup à faire. Le président de la République a aidé les Sénégalais, surtout des cibles particulières, dans ce qu'on appelle l'assistance médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos seniors qui ont aidé à construire le Sénégal, qui ont aidé à bâtir le Sénégal que nous aimons, ont la possibilité d'aller se soigner sans difficulté. C'est sur les 10 ans, quelque chose comme 640 000 personnes qui sont allées se soigner. C'est-à-dire 10% de l'effectif de ces 60 ans et plus qui sont allés dans les structures de santé pour se soigner gratuitement. C'est aussi les 3 millions d'enfants qui ont la possibilité d'aller se soigner pendant 10 ans. Aujourd'hui, quand on les compte, il y en a 14 000 qui ont pu fréquenter et plus qui ont pu fréquenter les structures de santé sans payer 1 franc. Si on prend aussi ces gratuités, c'est également les femmes qui représentent, qui sont le noyau de la famille, sans lesquelles on ne peut pas aller de devant. Il a bien compris cela. C'est les 450 000 grossesses. Il leur donne l'opportunité à chaque fois que de besoin d'aller se soigner. La délégation générale a une stratégie nationale de protection sociale 2016-2035 bâtie autour du cycle de vie et qui a pour objectif aussi d'étendre la protection sociale, une extension horizontale et verticale. Verticale, c'est-à-dire toucher toutes les populations du Sénégal. Verticale aussi, créer d'autres prestations de sécurité sociale, parce que la protection sociale est vaste. Actuellement, nous sommes à 355 000 ménages, et là, nous avons mobilisé, l'État a mobilisé 268 milliards, rien que pour le cash.
Et l'encadrement des bénéficiaires de bourse a un coût. Le projet Yoko Komkom, aujourd'hui nous sommes à 15 milliards investis dans le projet Yoko Komkom. Réaction des coordonnateurs des différents programmes d'équité sociale et territoriale initiés par le président de la République. Et nous allons voir à présent un cas d'école. L'informatique adaptée échappe à la plupart des gens qui n'imaginent pas qu'un non-voyant puisse lire son courrier, écrire un message, consulter un site internet ou faire des transactions bancaires. Pourtant, c'est possible et c'est une ouverture formidable pour les déficients visuels. À Thiès, Moussa Bouridiouf, professeur de lettres à l'INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, a expérimenté cette méthode qui lui facilite la vie. Et son souhait est que tous les jeunes non-voyants puissent pratiquer pour plus d'inclusion sociale et d'autonomie au niveau personnel. Fatima Tabanelba a fait la rencontre de cet homme qui force le respect. Nous n'avons jamais autant observé Fatimata parce que n'ayant jamais autant vécu longuement dans le noir. Nous trouvons nos repères et puis nous nous mouvons convenablement. Se mouvoir convenablement, Moussa Bouridiouf le fait parfaitement. Il suffit de le voir dévaler les escaliers aussi facilement pour comprendre qu'il ne voit pas à travers ses yeux, mais plutôt avec le cœur ou son sens de l'orientation. Moussa Bouridiouf, la cinquantaine révolue, a perdu la vue il y a quelques années à la suite d'un glaucome. Une maladie oculaire qui, mal diagnostiquée ou prise en charge tardivement, peut causer la cécité. Il y a eu ces problèmes de collure et de rendez-vous. C'est le sort, c'est mon destin. Bon, je suis devenu aveugle et puis voilà, je reste. D'ailleurs, je me plais à dire que je suis aveugle et non pas non-voyant. Malgré cette épreuve brusque et douloureuse, Moussa Bouridiouf garde son caractère taquin, drôle, ouvert d'esprit, affable et fervent croyant. D'ailleurs, c'est sa foi qui lui a permis de supporter ce choc émotionnel. Entre les visages qui s'estompent, le changement de la perception du temps, les réactions pleines de bonnes intentions mais souvent maladroites, il a vécu une véritable traversée du désert, partagée entre la désolation, la tristesse, la mélancolie, l'abandon et le sentiment d'être un fardeau pour les siens. Ce que j'ai vécu de pire dans le noir, Madame Fatimata, je ne le dis même pas devant un micro. Déjà, 2017, j'étais tout le temps en pleurs. Bon, je pensais surtout à mes deux charmantes filles. Bon, ensuite, au bout de fil, il y a eu les relations qui se détérioraient. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi, sans rime ni raison. Ceux que vous appeliez régulièrement, il suffit de les appeler, mais ils ne décrochent même pas. Croyant peut-être que vous aviez des problèmes d'ordonnance ou autre, mais Santi Allah Macky Sall a continué à me donner mes redevances. D'ailleurs, avec détermination et volonté, M. Diouf a su surmonter sa déficience visuelle et s'imposer dans la société, continuant d'exercer ainsi sa passion qui est l'enseignement. Et grâce à l'outil informatique, il reste professeur de lettres à l'INEFJA, formateur et consultant international. Pendant 2 semaines, j'ai subi atrocement une formation de braille. J'ai éteint mon portable, je me suis déconnecté du monde, ça a payé ses fruits. Le braille, je le manipule à merveille. Concomitamment, il y a eu, ça je ne savais même pas, la synthèse vocale, c'est-à-dire une application qu'on installe sur l'ordinateur et qui vous permet d'avoir accès aux données de l'ordinateur. Ça m'a permis aussi de revenir. Revenir et sécher ses larmes pour poursuivre son chemin avec l'ordinateur. Cet outil qui a favorisé son intégration dans la vie active. Les actes banals impossibles pour un non-voyant comme lire un SMS ou l'écrire ou encore saisir un texte ou l'imprimer deviennent un exploit qu'il veut partager avec les jeunes non-voyants. Voilà. L'ordinateur, c'est 6 lignes. Pour nous, c'est comme ça que je le reprends. En bas, il y a la barre d'espacement. Vous montez 2e ligne. 3e ligne, c'est la ligne positionnement. C'est la ligne de base. C'est là où il y a F et J. F et J ont des bosses. Ainsi, vous mettez l'index gauche sur la touche F, l'index droit sur la touche J qui ont des bosses. Et vous positionnez les autres doigts. Majeur, annulaire, auriculaire. Gauche. Puis majeur, annulaire, auriculaire. Vous voyez, la leçon du CI revient. Ma main, voici ma main. Là. Ah, vous voyez. En tant que père émulateur, son ultime combat est de rendre aux non-voyants toute sa dignité. Le combat, c'est d'avoir une formation en informatique. Et c'est bien possible. Parce que très souvent, leurs émules, après le baccalauréat, ils vont en France et ils perdent entre guillemets.
Pendant une année, il ne poursuit pas les études parce qu'il faut se former en informatique. J'aurais bien aimé sous peu, dans moins de 5 ans, que l'aveugle puisse faire plus que ce que je fais, ce que je dis aux élèves, mieux même que ce que je fais. S'arc-bouter de son ordinateur et y trouver son compte. Si le braille a donné la possibilité de lire et surtout d'écrire aux personnes qui en étaient jusque-là empêchées par leur cécité, le numérique a transformé le destin de personnes déficientes visuelles comme Moussa Bouri Diouf. Selon lui, le principe d'équité sociale serait d'aider les non-voyants à accéder aux œuvres littéraires. Pour le traité de Marrakech, c'est à l'hémicycle. Il reste maintenant qu'à paraffer. L'inclusion, c'est quoi? Mais prendre en compte, même dans les écoles privées et publiques, mais tous les cas de figure. Mais Fatoumata, notre handicap n'est pas notre nature. Notre handicap n'est pas notre nature. Je ne suis pas aveugle de fond en comble. J'ai intégré une association, le mouvement MPSAS, pour une insertion inclusive, sûre, adéquate, adaptée, efficace, efficiente, olibreuse et pérenne. Bientôt à la retraite, Moussa Bouri Diouf se veut l'ambassadeur ou le fervent défenseur de la cause des non-voyants et leur inclusion sociale. À cet effet, il a même écrit un ouvrage intitulé Le Journal de l'aveugle, un condensé d'histoires de plus de 400 pages qui retrace son vécu et celui de personnes qui vivent dans le noir. L'ouvrage non encore édité est dans les tiroirs de la direction du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Moussa Bouri Diouf, un aveugle brillant, non-voyant, avec justement cette dose de séduction qu'il porte en bandoulière. La diplomatie des terroirs à l'honneur lors des assises sénégalo-marocaines sur la décentralisation. Les maires marocains et leurs homologues ivoiriens, invités d'honneur, saluent le leadership du président Macky Sall pour ses initiatives en faveur de la gouvernance locale ou Marning. L'audience entre dans le cadre des assises sénégalo-marocaines sur la décentralisation. Les élus sénégalais et leurs hôtes marocains sont dans le sillage des relations diplomatiques entre les deux pays. Monsieur le Président de la République, ces assises sénégalo-marocaines s'inscrivent dans l'orientation de votre orientation diplomatique avec le Maroc. Ça sera d'abord des échanges qui vont rapprocher les populations du Maroc et le Sénégal. Ça, c'est les collectivités qui sont plus placées pour rapprocher les jeunes, rapprocher les femmes, mener des activités culturelles et socio-éducatives ensemble. C'est là tout ce que nous voulons apporter, Son Excellence, à l'orientation diplomatique entre le Sénégal et le Maroc. Votre Excellence, cette rencontre placée sous votre haute patronage a une importance particulière, car elle renforce les liens qui vous unissent avec votre frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui Dieu assiste, et qui unissent nos deux nations, le Maroc et le Sénégal, partagent une histoire d'amitié et de coopération qui apparaît avec évidence dans les échanges constructifs de ces assises. Les invités d'honneur n'ont pas manqué de prendre la parole durant cette rencontre pour des témoignages saisissants à l'endroit du président Macky Sall. Cette audience nous donne l'heureuse opportunité, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous reconnaître et saluer votre leadership en faveur de la décentralisation et de la gouvernance locale en Afrique, comme l'attestent d'ailleurs les nombreux parrainages accordés à nos plaidoyers et à vos actions pertinentes en faveur des acteurs de la gouvernance locale au Sénégal. Nous sommes très fiers de votre leadership, car vous êtes cette étoile qui montre le chemin, que la décentralisation est au cœur du développement et que les maires au quotidien sont des architectes de la paix et du développement dans cette Afrique qui se déconstruit, qui gémit chaque jour. Le président Macky Sall a salué la démarche initiée par les élus pour un partage d'expériences entre communes sénégalaises et marocaines. Les assises ne peuvent être que bénéfiques sous ce rapport. Je voudrais avant tout d'abord vous demander d'être mon interprète auprès de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Monsieur l'ambassadeur, je vous demande de faire ce témoignage de gratitude pour l'amitié que le Maroc nous fait. Rien que ce mois de janvier,
nous avons eu droit à 2 grandes délégations. Une délégation culturelle de haute importance, conduite par le ministre de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse, qui est venu avec plus de 70 artistes marocains à l'occasion du Festival national des arts et de la culture qui se tenait chez moi à Fatick. Nous sommes restés ensemble jusqu'à 2h, 3h du matin. Eh bien, cette grande délégation aujourd'hui des maires du Maroc avec l'ensemble des élus, cela nous touche et cela montre l'importance que le Maroc accorde à sa relation avec le Sénégal. C'est un pays frère, un pays avec qui tout nous lie, l'histoire par la religion, mais également les liens, les brassages très anciens. Saluer nos frères de Côte d'Ivoire, qui sont également un pays ami, un pays, j'allais dire, parent, pour tout ce qui nous lie. La sous-région, l'UEMOA, l'amitié entre les dirigeants, l'amitié entre les peuples. Je crois que par l'échange d'expériences, nous pourrons nous enrichir mutuellement. Je sais que le Maroc a une politique très volontariste en matière de décentralisation et surtout d'aménagement du territoire. Très souvent, on a cité l'exemple marocain quand il s'agit de voir comment les villes ont apporté leur contribution dans l'aménagement du territoire. J'en connais quelques-unes au Maroc, pas toutes, mais en tout cas, il y en a une que j'ai dans le cœur aussi, c'est Marrakech. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien, qui sont des villes marocaines et même des petites communes qui ont tout leur charme et qui participent de façon très efficace au développement économique et social du Maroc. La rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur l'évolution de notre politique de décentralisation, une leçon qui va certainement inspirer les élus dans les assises qu'ils entament à Dakar. Très honorés, ils ont remercié le président Macky Sall pour cette audience très instructive. Le Premier ministre en tournée économique dans le sud, première étape, Vélingara et Kolda. Amadou Ba a constaté l'état d'avancement des chantiers de la boucle du Fouladou et découvrir en même temps le renouveau du marché Diaoubé et de la Sodagri, le désenclavement. Les infrastructures socio-économiques vont permettre d'exploiter tout le potentiel agricole de cette zone à Ramnord. C'est à partir de Tambacounda que le Premier ministre s'est frayé le chemin de sa tournée économique dans le sud. Il y observera une courte pause avant de prendre la direction de Vélingara-Kolda. La région de Kolda abrite un marché sous-régional de renom, Diaoubé, qui affiche fièrement un nouveau complexe commercial doté de 8 hangars, plus de 200 cantines et des espaces dédiés aux petits commerces et aux gros porteurs. Un beau cadeau financé par l'État du Sénégal et la CEDEAO à hauteur d'1,2 milliard. Nous avons visité le nouveau marché de Diaoubé, qui est quand même un marché qui répond aux normes. On est très fiers, très satisfaits de ce marché. Ça a été une initiative du président Macky Sall suite à un incendie qu'il y a eu sur ce marché. Aujourd'hui, je pense que très bientôt, les commerçants pourraient prendre possession de ce marché, qui est un marché sous-régional, comme vous le savez. La première phase est déjà réceptionnée et la deuxième devrait suivre. La joie des commerçants de ce marché historique reste vive. Le Fouladou ne veut aucunement rater le train de l'émergence. Les infrastructures socio-économiques et le désenclavement sont toujours apparus comme priorité des populations. Les chantiers d'aménagement de la boucle du Fouladou sont surveillés de près par le Premier ministre in situ. Dabo Fafakourou Medina Yoro Fula, avec un taux d'avancement de 70%, et Medina Yoro Fula Pata aussi, avec un taux d'avancement de 68%. Nous sommes dans le cadre du programme prioritaire de désenclavement. Il va raccorder ici à terme toute la boucle de Medina Yoro Fula à Fafakourou en passant par Pata et Kolda. La tournée économique du Premier ministre dans la zone sud
Ne saurait manquer la Sodagri logée à Kolda. La Société de développement agricole industriel du Sénégal joue un rôle majeur dans le développement du tiers-sud. Nous avons salué l'ensemble des producteurs qui sont là. C'était 300. Et nous voyons un peu que les producteurs sont très ambitieux. Et aujourd'hui, le travail se passe très bien. Leur volonté, c'est de pouvoir nourrir aussi bien la région de Kolda, mais d'exporter vers d'autres pays. Donc c'est extrêmement important. Cela montre un peu la pertinence du gouvernement quant à la politique menée par le chef de l'État pour la souveraineté alimentaire. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans un bâtiment qui est en cours d'achèvement. Le directeur général m'a fait part de préoccupations qu'il avait. Et sitôt rentré à Dakar, je ferai prendre des dispositions nécessaires pour qu'il puisse quand même déménager dans les meilleurs délais. La tournée du Premier ministre se poursuit dans la zone sud. Deuxième étape, Sédhiou, pour y passer en revue les projets phares et échanger avec les acteurs économiques. Le ministre de l'Intérieur a inauguré ce mardi le commissariat d'arrondissement de Biscuiterie HLM. Près de 250 millions ont été investis dans cette infrastructure construite en 6 mois. Elle comporte des locaux qui abritent le service et un logement pour le commissaire chef d'arrondissement des Koumandiaï. Après la mise en service de ce nouveau commissariat d'arrondissement dans la banlieue dakaroise en 2021, c'est au tour de Biscuiterie HLM. L'infrastructure, constituée d'un immeuble R+2, est réalisée sur une surface bâtie de plus de 900 mètres carrés et conforme aux standards internationaux. Elle traduit la volonté de l'État du Sénégal de mettre les forces de sécurité dans les meilleures conditions de performance. Elle s'inscrit en droite ligne du vaste programme de maillage sécuritaire cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Notre pays a opté dans le cadre de la gouvernance sécuritaire pour la proximité et la parfaite collaboration entre tous les acteurs, y compris les populations, au bénéfice de qui les politiques publiques sont élaborées et exécutées. Dans un contexte marqué par une criminalité grandissante, les agglomérations urbaines font face à des défis sécuritaires complexes et profonds. Le ministre de l'Intérieur a exhorté les populations, les maires et les fonctionnaires de police à renforcer leur collaboration afin de lutter contre ce fléau. La participation du citoyen à la lutte contre l'insécurité est gage de succès dès lors que les services classiques, quoique outillés, ont généralement besoin du concours du citoyen pour prévenir ou combattre les faits délictuels dont la fréquence et l'intensité appellent une réponse globale. Fournir un renseignement permettant de prévenir ou d'annihiler la criminalité est non seulement un acte citoyen, mais peut s'avérer utile pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa communauté. Le nouveau commissariat de police de Biscuiterie HLM est un investissement sur fonds propres de l'État. Tous les acteurs ont salué cette réalisation qui va concourir au renforcement de la sécurité des biens et des personnes. Le ministre des Finances et du Budget a présidé ce matin à Dakar un atelier sur la gestion budgétaire 2024, un cadre d'échange et de partage qui vise à promouvoir la gestion rationnelle des ressources publiques. Lamine Touré. Une rentrée budgétaire sous forme de concertation et de sensibilisation sur la bonne tenue de la chaîne. Cette série de présentations touche aussi bien la logistique que l'allocation optimale des ressources financières aux acteurs concernés. Ceci dans un contexte de transparence et de redevabilité. 80% du budget de l'État est en transfert. Transfert courant, transfert en capital. Véritablement, au sujet des transferts et dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire, le mode d'exécution actuel,
qui ne permet pas d'appréhender les natures économiques des dépenses effectuées sera revue. Une limite à corriger pour asseoir une meilleure lisibilité des dépenses publiques, ce qui suit constitue une orientation dans ce sens, toujours au chapitre des dépenses de transfert. Pour améliorer la disponibilité de l'information sur ces dépenses, il a été jugé nécessaire d'intégrer dans le processus de leur mobilisation et de leur exécution un module à travers 6 budgets permettant de renseigner toutes les catégories de dépenses, à l'instar de ce qui se fait pour les autres types de dépenses, même si on est dans l'ancienne formule, titre 3 et titre 5. Autrement dit, le ministère des Finances et du Budget invite les services financiers de l'État à plus de rigueur dans la bonne gouvernance des ressources publiques. Le tableau de bord de tout engagement budgétaire doit être détaillé et explicite. La circulaire présentée ce matin aux acteurs constitue le cadre de référence à ne pas surtout mettre dans les tiroirs. Passation de charge à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le Sénégal assure désormais la présidence après un an de mandature. Le ministre d'État, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, a passé le témoin à son homologue sénégalais. C'était lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Le ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, compte consolider les acquis. Le Sénégal va abriter la 57e session de l'OHADA le 6 février pour poser les premiers jalons de la redynamisation de l'OHADA. Salut Sek. Un acte symbolique pour marquer le démarrage de la présence du Sénégal à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et cette passation de charge a permis de revenir sur le bilan de la mandature d'un an de la République démocratique du Congo. Il y avait des défis de gouvernance des ressources humaines et de gouvernance des ressources financières. Et je crois que la RDC, pendant son mandat, a eu à donner des réponses à ces défis. Mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma sœur Aïssata pour qu'elle puisse l'achever. Je suis persuadée que c'est une femme forte, qu'elle va y arriver. Je les sens et je les comprends dans ses dires. Et pour vous dire que les défis de l'OHADA vont demeurer, mais il faut qu'on les réduise à des pourcentages moindres pour nous permettre à ce que notre organisation commune puisse fonctionner normalement comme toute autre organisation internationale. La nouvelle présidente du Conseil des ministres de l'OHADA a décliné ses ambitions. Des mesures fortes devront marquer sa mandature pour renforcer la sécurité juridique et judiciaire. Il est donc attendu du Sénégal que nous redynamisons davantage l'OHADA. Il est attendu du Sénégal que nous puissions mobiliser les contributions, toutes les contributions des États membres avant de nous en ouvrir à la sollicitation de nos partenaires. Il est attendu du Sénégal de pouvoir finaliser un acte uniforme extrêmement important sur le droit international privé qui est en chantier et que le Sénégal doit mettre en œuvre. Un appel à la mobilisation de tous les États membres est lancé pour relever d'autres défis. La tenue de la conférence des chefs d'État membres de l'OHADA qui ne s'est pas réunie depuis plus de 10 ans. Poursuivre, mais surtout terminer les réformes institutionnelles qui ont déjà été engagées. Celle de la Cour commune de justice et d'arbitrage, celle portant statut du personnel et d'autres réformes encore. Le Sénégal ne faillira pas à cette responsabilité éminente. Il portera les réformes, il terminera les actes, il réunira les instances et les institutions pour que sa présidence soit marquée du sceau de la pérennité et de la conviction que nous avons en cette institution d'intégration. Le Sénégal va donc présider aux destinées de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires pour une durée d'1 an. Déjà, pour démarrer, il est prévu la tenue de la 57e session de l'OHADA au mois de février à Dakar. Syndicats, amicales, associations confessionnelles de la RTS ont présenté leurs vœux de nouvel an au directeur général
Un moment d'échange et de partage entre le top management et les agents pour revenir sur les acquis et les perspectives. Dame Silla. Cette cérémonie de présentation des vœux a réuni des agents, membres de différentes organisations de la RTS, syndicats, amicales et associations confessionnelles, ont pris unanimement l'initiative de tenir cette manifestation, une manière d'exprimer leur satisfaction à l'endroit du directeur général de la RTS, dont les réalisations sont jugées exceptionnelles. Si nous prenons la parole, c'est pour rendre un vibrant hommage à Monsieur le directeur général de la RTS pour tout ce qu'il fait pour le personnel. De 2012 à aujourd'hui, la direction générale de la RTS a consenti d'énormes efforts pour améliorer le cadre socio-professionnel des agents, augmentation des salaires, modernisation des équipements technologiques, basculement de l'analogie au numérique, octroi de plus de 600 parcelles à usage d'habitation, construction d'une tour de 10 étages d'une valeur de 34 milliards de francs CFA, entre autres. Les nombreuses réalisations à votre actif, permettez-moi d'en citer quelques-unes seulement, qui nous ont poussé d'ailleurs à organiser cette cérémonie pour vous féliciter, vous remercier, vous encourager au nom de tous les agents. Monsieur le directeur général, ici à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal où nous comptons aujourd'hui de nouvelles chaînes de télévision, grâce à votre volonté, une volonté surtout de respecter l'équité territoriale. Nous ne pouvons que nous réjouir, monsieur le directeur général, d'abord et avant tout des efforts que vous avez faits tout au long de l'année 2023 pour nous permettre, nous, agents, d'obtenir des notifications de terrain derrière lesquelles le personnel courait depuis plusieurs années. Très touché par cette marque de reconnaissance, le directeur général de la RTS promet de maintenir l'audiovisuel public dans l'excellence. Surtout remercier le chef de l'État pour tous les efforts consentis depuis qu'il est à la tête de ce pays. Vous savez, les équipements de la RTS sont renforcés, la qualité de la production est renforcée, également les conditions de vie des travailleurs se sont améliorées. Tout cela grâce quand même au regard attentif du chef de l'État au service public de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a des capacités de déploiement extraordinaires. Je pense que le monde entier a été témoin des performances de la RTS dans la couverture de la cérémonie de lancement du BRT. Une couverture sans discontinuation. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Et c'est grâce aux moyens acquis par la RTS. Bientôt, la tour de la RTS sera inaugurée par le président de la République Macky Sall. À l'heure actuelle, toutes les dispositions sont prises pour la tenue d'une cérémonie exceptionnelle. Très bientôt, dans quelques semaines, nous aurons l'honneur d'accueillir, l'honneur et le grand plaisir, nous, agents de la RTS, d'accueillir le président de la République, qu'il vienne inaugurer ce fleuron, qu'il vienne inaugurer ce beau bâtiment R+10, mais aussi l'ancien bâtiment qui a été complètement réhabilité et équipé. Et c'est l'occasion, encore une fois, de remercier le président de la République, de féliciter les agents du service public, les agents de la RTS, qui sont partout, tous les jours, avec la même détermination, avec le même amour et la foi au service public. Dans cette cérémonie de présentation des vœux, syndicats, amicales et organisations confessionnelles ont remis des cadeaux au directeur général de la RTS, signe de reconnaissance envers un manager attaché au service de ses agents. La Sénélec fête ses clients. Les agences de Rufisque et Sali ont accueilli les festivités lancées il y a 4 ans. La fête des clients célèbre les agences les plus performantes. Amadou Diallo. Rufisque, ville de culture et d'histoire, reçoit le top management de la Sénélec à l'occasion de la fête du client. En 4 ans, la clientèle y est passée d'au moins 53 000 à plus de 89 000. Les recettes en 2023 dépassent les 5 milliards de francs CFA. Nous avons pu réaliser ensemble de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur la communauté, de par le développement de l'accès à l'électricité à travers l'amélioration de la qualité de service, la sécurisation des installations des appareils de comptage, mais aussi la densification du réseau de distribution.
surtout dans la zone du pôle urbain de Diamniadio. Et enfin, le raccordement des ménages à faible revenu qui entrent dans le cadre de l'accès universel à l'électricité qui a été déployé plus particulièrement dans la commune de Bambilor avec près de 200 ménages et réalisé plus précisément dans les zones de Cagnac et Sangalkam. À Saly, les 74 milliards investis pour l'extension du réseau de la Sénélec ont produit des résultats probants. En 2023, le chiffre d'affaires est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Au 31 décembre 2023, l'agence principale de Saly a fait un encaissement de 9 milliards 867 654 583 francs CFA. Soit une performance de 113% par rapport au budget. Mais ce résultat également se traduit dans la vente d'énergie avec un dépassement de 19%. La fête des clients consiste pour la Sénélec à challenger le personnel commercial, mais aussi à renforcer les relations avec les clients. Fort de cela, il s'agit maintenant d'avoir une nouvelle culture, une nouvelle approche clientèle qui se veut anticipation, qui se veut conseil, parce que ces clients, nous devons les garder encore avec nous. Nous devons continuer de disposer de leur confiance. Donc, chers clients, nous vous remercions. Nous vous remercions de la confiance à Sénélec. Nous vous remercions également d'avoir reconnu les efforts déployés par Sénélec pour mieux vous satisfaire. Entamée depuis 2020, la fête des clients célèbre les performances des agences de la Sénélec tout en renforçant les relations avec les clients. La Société nationale d'électricité a obtenu en fin 2023 la certification ISO 9001 version 2015. Elle est la première société d'électricité à l'obtenir en Afrique de l'Ouest. Coupe d'Afrique des Nations. Avant de retrouver Ibrahim Mboub, notre envoyé spécial à Yamoussoukro, nous parlons du groupe E. La Tunisie a été battue par la Namibie sur le score d'1-0, tandis que le Mali dominait l'Afrique du Sud 2-0, les temps forts avec Moussa Mané. Dans ce match entre Aigle du Mali et Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, tout s'est joué en seconde période. Nous sommes à la 60e minute du match. Suite à un coup franc bien exécuté, le gardien sud-africain repousse la balle. Amari Traoré, qui a bien suivi l'action, reprend du pied gauche la balle et l'envoie au fond des filets. 1-0. 6 minutes plus tard, c'est son partenaire Lassina Sinayoko qui profite d'un cafouillage dans la défense sud-africaine pour inscrire le deuxième but des Aigles du Mali. 2-0 à la fin du temps réglementaire. Le Mali fait ainsi une belle entrée dans cette compétition. Si les Aigles du Mali ont bien entamé la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas le cas pour ceux de Carthage. Ils ont été déplumés par les braves warriors de Namibie, des Tunisiens méconnaissables durant toute la rencontre. Très organisés, ils étaient sur tous les ballons. Prenant de plus en plus confiance, les braves warriors assiègent la défense tunisienne. Suite à un corner mal dégagé, Mouzeux récupère le ballon. De la droite, adresse un centre magnifique qui trouve la tête de Otto. Celui-ci envoie le ballon au fond des filets, gardé par Ben Saïd. 1-0, nous sommes à la 88e minute. Dans les arrêts de jeu, le même Otto bien servi signe le doublé, mais l'arbitre estime qu'il est en position hors-jeu. Avec ce succès, la Namibie vient ainsi de remporter sa première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Après cela, nous allons justement retrouver Ibrahim Mboub en direct de Yamoussoukro. Ibrahim, bonsoir. Alors, après ce match contre la Gambie, quelles sont les nouvelles de la tanière ? Bonsoir Ibrahim Diédhiou, Akwaba, bienvenue à Yamoussoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire. Après cette belle victoire hier devant la Gambie, il y a eu cet après-midi une séance de décrassage. Les titulaires du match d'hier étaient tous absents, ils ont été laissés à l'hôtel, ils ont été laissés au repos. Les remplaçants et les joueurs qui n'ont pas pu entrer sur la pelouse face à la Gambie ont tous participé à la séance d'entraînement.
Les joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, comme Bamba Dieng, comme Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, étaient présents à la séance. Youssouf Sabaly, toujours blessé, n'a pas non plus participé à la séance d'entraînement. Par contre, Fodé Ballo-Touré a pris part à cette séance d'entraînement après la victoire d'hier face à la Gambie. C'était une séance ouverte à la presse pendant quasiment près de 2 heures. La séance a démarré à 17 heures et ça s'est terminé un peu avant 19 heures dans une très belle ambiance. Les joueurs ont touché au ballon, ils ont fait des ateliers, ils ont fait des exercices et la presse était présente à cette séance. Beaucoup d'envoyés spéciaux sénégalais étaient là. Pas de blessés, Ibrahima? Les nouvelles justement au sein de la tanière pour les questions de santé. Hier, Moussa Niakhaté n'a pas continué la partie. Il a été remplacé dans les dernières minutes parce qu'il a reçu un coup après un duel. On ne l'a pas vu à la séance, c'est normal puisque les titulaires étaient laissés au repos. Et la Fédération sénégalaise de football n'a pas encore communiqué sur sa blessure. Mais à part le cas Moussa Niakhaté, on n'a pas vu de joueurs blessés hier. Tout se passe bien pour le moment et certainement dans les prochaines heures, dans les prochains jours, s'il y a quelque chose de grave par rapport à Moussa Niakhaté, la Fédération sénégalaise de football va certainement faire un communiqué. L'autre nouvelle qu'on peut retenir, c'est une mauvaise nouvelle avec le décès du papa de Cheikhou Kouyaté. Il est décédé aujourd'hui. Cheikhou Kouyaté a quitté le groupe cet après-midi pour aller assister aux funérailles demain, à l'enterrement demain à Dakar. C'est un coup dur pour Cheikhou Kouyaté et pour tout le groupe. Et certainement, il va revenir après donc l'enterrement. Sera-t-il opérationnel pour le match face au Cameroun? C'est au staff d'en décider. Et certainement, il y aura aussi une communication de la Fédération sénégalaise de football par rapport à ce cas-là. Déjà, cet après-midi, il y a eu un communiqué annonçant que Kouyaté a quitté le groupe. Au moment où nous parlons, normalement, il doit être à Dakar aux côtés de sa famille après cet événement douloureux. Nous en parlions tout à l'heure dans le plateau spécial de la CAN avec Pape Madi Diop et les autres justement chroniqueurs invités de la RTS. Alors, Ibrahima, après le match du Cameroun que le Sénégal va affronter vendredi, Cameroun-Guinée qui ont fait un but partout, ce sont les 2 derniers adversaires du Sénégal. Quels sont les commentaires autour de la configuration justement de ce groupe-là du Sénégal? Oui, en ce moment, le Sénégal est premier avec 3 points. Le Sénégal qui tient son rang, son statut de champion d'Afrique. Le Sénégal qui est tête de poule, tête de la poule C. Pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec des confrères camerounais. Ils me disent qu'ils ont beaucoup de craintes par rapport à ce match de vendredi. Le public camerounais n'est pas content du résultat nul obtenu par les Lions indomptables. Et les Camerounais savent que le Sénégal a un bon groupe. Le Sénégal a beaucoup de qualité. Mais c'est une équipe qui a tendance à se sublimer, cette équipe camerounaise. Quand elle est dos au mur, elle a tendance à se transcender quand il y a devant un adversaire comme le Sénégal. C'est une équipe qui peut être dangereuse quand elle est dos au mur. Mais aujourd'hui, en termes de qualité, en termes de potentiel, je pense que le Sénégal est nettement en dessus. Mais tout cela, il faudra le confirmer sur le terrain, sur la pelouse vendredi. Ça ne sera pas un match facile. C'est vrai que le Cameroun n'a plus une génération exceptionnelle, une génération dont tout le monde parle, comme ça a été le cas dans les années 2000 avec les Samuel Eto'o-Fils, les Mboma et autres, avec cette équipe qui a fait le doublé en CAN en 2000 et 2002. Mais c'est toujours une grande nation de football qui se sublime face au Sénégal. Mais les Lions partent favoris quand même dans cette affiche de vendredi. Et en cas de victoire, le Sénégal va valider
son ticket pour les huitièmes de finale. Un match tant attendu et aujourd'hui, en ce moment, les billets sont introuvables pour cette affichage. Ça fait plus d'une semaine qu'on parle de la difficulté des supporters à trouver des billets pour le match Sénégal-Cameroun parce que ça pourrait être l'affiche d'une finale de CAN. Donc c'est une affiche qui est très attendue et beaucoup de supporters souhaitent donc assister à ce match entre le Sénégal et le Cameroun vendredi prochain. Un duel de lions dans la savane de Yamoussoukro. Alors justement, ces deux équipes se trouvent dans la même tanière à l'hôtel président de Yamoussoukro. Ibrahim Mboub, merci. Et très bonne nuit à vous. Merci Ibrahim Mboub pour le lendemain de la victoire des Lions contre la Gambie. C'est le déclassage. Seuls 14 joueurs ont pris part à la séance d'entraînement. Les remplaçants, Ibrahim Mboub le disait, les autres ont été laissés au repos. Cheikhou Kouyaté a été autorisé à quitter la sélection. Les Lions du Sénégal ont déjà l'esprit tourné vers le match contre le Cameroun. Reportage à l'annexe du stade de Charles Connor Bani. Sabassi Faye et là, Chermont Dramé. Cet après-midi, c'était la corvée des remplaçants. Ceux qui n'ont pas pu ou ont peu joué contre la Gambie. Ils étaient 14. Youssouf Sabaly et Cheikhou Kouyaté ont manqué à l'appel. Le milieu de terrain est endeuillé par le décès de son père, tandis que Youssouf Sabaly est toujours à l'infirmerie. Contre la Gambie, 2 joueurs ont étrenné leur première minute en CAN. Iliman Ndiaye, première participation, et Ablaye Seck, qui, même champion d'Afrique, jouait ses toutes premières minutes. Les occasions qu'on avait de marquer, on les a prises, ce qui est important dans un match pour le gagner. On a été très bon défensivement, on n'a pas encaissé de but. Et donc voilà, je pense que sur la totalité du match, c'était très bien. J'ai préparé cette CAN et c'est ce que je voulais. Je voulais venir dans cette CAN et moi, je suis toujours disponible pour le coach. Le match contre la Gambie est désormais oublié. L'équipe est focus sur le prochain adversaire, le Cameroun, une équipe d'un calibre supérieur à celui des Scorpions. Malgré la victoire en amical il y a quelques mois, les Lions restent prudents, engagés et déterminés. Un match amical est différent d'un match de compétition. Les matchs amicaux servent à préparer la compétition et donc le contexte est différent, le match sera différent. Mais nous, on fera ce qu'on a à faire. Le Cameroun veut jouer et gagner son deuxième match. Nous aussi, nous allons nous battre pour essayer de les battre. C'est d'affronter le match de la même manière qu'on a fait le premier match. Après, c'est vrai que le Cameroun, c'est une très bonne équipe. Mais on va les affronter comme nous on sait le faire, comme nous on sait jouer, prendre nos occasions pour gagner le match. Cette séance était ouverte à la presse. Ce ne sera pas le cas ce mercredi. Huis clos total à 2 jours du duel de Lyon, avec en ligne de mire la qualif et la première place du groupe. Et puis l'autre fait de ce match, il y a eu un grand bug lors de cette rencontre entre le Sénégal et la Gambie. Le signal CAF a été interrompu pendant de longues minutes, en précédent grave, selon nos analystes. À ce niveau, c'est la première fois, à ma connaissance. Et je dirais même qu'il y a 2 bugs, puisque les hymnes nationaux n'ont pas été au bout, ni pour le Sénégal, ni pour la Gambie. Je pense quand même à ce niveau-là, c'est pas respectueux pour les pays qui participent. On aurait dû tout répéter, tout revoir avant la compétition. Là, pour les télévisions, pour ceux qui payent leurs sous, pour diffuser ces matchs-là, pour les partenaires et les sponsors, c'est un désastre. Pour l'image du football africain et l'image de la CAF, c'est d'une extrême gravité. Je pense quand même que quand on fait confiance à des structures internationales pour produire des matchs à ce niveau de compétition, on doit prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Imaginez s'ils avaient été en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Bon, c'était un scandale international. Là, parce que c'est l'Afrique, on nous considère un peu moins par rapport aux autres. On considère que peut-être c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense qu'à ce niveau de l'organisation d'une compétition aussi importante qu'une Coupe d'Afrique, c'est impardonnable. On peut que le déplorer. On attend maintenant les explications de la CAF, les explications techniques, parce que quand même cette compétition-là est la 3e au niveau mondial après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Je pense qu'on méritait mieux que ça. Même, vous parlez même de ce bug-là, mais il y a aussi les hymnes nationaux qui ont été complètement chahutés. L'hymne national du Sénégal, tout comme l'hymne national de
de la Gambie. Je pense que quand même ce sont des choses que la CAF devrait régler pour que les Africains puissent véritablement vivre leur compétition. La coupure du signal lors de la rencontre Sénégal-Gambie n'est pas de la responsabilité de la RTS. Précision de Dahra Mamadoubar, directeur de la télévision. Nous l'écoutons. Inquiétude que nous partageons avec tout le peuple sénégalais, puisque quand même toutes les dispositions avaient été prises. Et comme vous le savez aussi, la RTS est détentrice des droits free-to-air de cette CAN 2023. Parce qu'on a eu quand même à montrer la cérémonie d'ouverture, le match inaugural et le match du Nigeria contre la Guinée équatoriale. Hier, on a eu quand même cette rupture du signal international et la RTS n'était pas seule. Et toutes les chaînes africaines ont eu cette fâcheuse surprise d'avoir eu une rupture du signal international. Pas seulement en Afrique, mais également au niveau international. Je veux citer des chaînes comme Canal, comme Being Sport. Et c'était un problème technique. Le satellite qui a lâché, il faut le dire également. Les 2 jours de cette CAN se jouaient à Abidjan. Hier lundi, c'était le premier match à Yamoussoukro. Et malheureusement aussi, là, le podcast a eu des soucis qui a duré presque une trentaine de minutes et ce qui a impacté aussi sur la retransmission en direct de ce match. Nous nous excusons également auprès de nos partenaires qui ont souscrit au package lancé par la RTS à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est nullement la responsabilité de la RTS. C'est une coupure du signal international, c'est un satellite et ça peut arriver à tout moment. Heureusement, on a pris toutes les dispositions pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. On a le match du Sénégal en vue le vendredi, mais également on a d'autres matchs. Mais toutes les dispositions ont été prises par le staff et la direction générale de la RTS. Notre partenaire aussi, New World TV, qui est à Abidjan, ils ont un bureau à Abidjan. Il y a aussi les gens de la CAF nous ont envoyé un communiqué pour s'excuser de cette situation. Ils nous ont assuré également que de telles situations ne vont pas se reproduire. Mais toujours étant, nous on est en média de service public. Malgré ces assurances, nous avons également pris toutes nos dispositions pour assurer la continuité du service public à l'occasion de cette CAN 2023. Pour rassurer les Sénégalais. On les rassure, on n'est pas à l'abri de problèmes techniques, mais on a pris toutes les dispositions qu'il faut pour vraiment que les Sénégalais puissent suivre de manière convenable et de manière continue la Coupe d'Afrique des Nations, surtout les matchs du Sénégal. Et pour terminer cette page 4, quelque chose de plus emballant. Retour sur la victoire du Sénégal face à la Gambie à Yamoussoukro en succès, 3-0. Ce soir, nous proposons les coulisses du match avec les caméras isolées de la RTS. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Massira Faye, Sabassi Faye et Ibrahim Moup avec des images assez croustillantes. Un coup de génie pour son baptême du feu en Coupe d'Afrique. Lamine Camara a pris toute la lumière à Yamoussoukro avec cette merveille de frappe pleine lucarne. Tout le banc sénégalais saute de joie pour célébrer le but du Benjamin de la tanière. Lamine Camara est porté en triomphe par Sadio Mané. La star des Lions apprécie la performance du petit frère. Il signe un doublé qui lance sa canne et le met davantage sous les projecteurs. En début de match, Pape Gueye a mis les Lions sur la bonne voie, marquant son premier but en sélection. Comme souvent, la célébration est collective. C'est le symbole d'un groupe qui vit bien avec un état d'esprit positif. Dans le match, il y a eu aussi des moments de tension. Niakhaté et Adams s'écharpent. Abdou Diallo s'en mêle, les Lions sont solidaires face à l'adversaire. Adams est très tendu. Il fait un tacle dangereux sur la cheville de Lamine Camara. Le Gambien est exclu, seul au monde ou presque. Tom Saintfit le console tout de même.
Tout au long de la partie, les joueurs ont souffert avec le coup d'envoi à 14h. Une température de 37 degrés. Niakhaté n'en pouvait plus à un moment donné à cause de la chaleur et de l'humidité. Edouard Mendy a souvent profité des arrêts de jeu pour prendre quelques gorgées d'eau. Sénégal-Gambie a été un match particulier pour Nicolas Jackson. Né à Banjul d'un père gambien et d'une mère sénégalaise, l'attaquant des Lions pouvait même marquer, mais il échoue face à Gaïa. Sénégal-Gambie a été aussi marqué par quelques couacs dans l'organisation. La sonorisation a fait des siennes pendant l'exécution des hymnes nationaux. Le stade n'était pas totalement rempli, les billets étaient introuvables. La grande tache noire reste le bug du signal international géré par un partenaire de la CAF. Un problème technique au niveau de la transmission satellitaire a privé les téléspectateurs du match pendant de longues minutes. Et l'ambiance à vivre sans doute vendredi face au Cameroun. Et pour boucler ce journal, l'actualité dans le monde sous forme de brève illustrée, elle nous mène au Yémen, en France et aux Comores, où les résultats de la présidentielle sont connus. Le récit de Philomène Constance-Tiagne. Aux Comores, on connaît les résultats finaux de la présidentielle 2024. Le président sortant Azali Assoumani a été déclaré vainqueur dès le premier tour avec 62,97% des voix. Azali va rempiler pour un troisième mandat consécutif face à l'ancien militaire putschiste Salim Issa Abdallah a obtenu 20,26% des votes. En troisième position se trouve Daoudou Abdallah Mohamed avec 5,88%. À noter que malgré les accusations de fraude, les observateurs de l'Union africaine ont jugé l'élection présidentielle transparente. En France, le président de la République veut aller vers une régulation de l'usage des écrans chez les jeunes enfants et le port de l'uniforme dans les établissements scolaires. C'est l'une des annonces faites lors d'une conférence de presse en direct de l'Élysée, une opération de survie médiatique qu'il tient quelques jours après la nomination d'un gouvernement marqué à droite. Emmanuel Macron annonce également la rénovation des programmes dispensés à l'école, notamment l'instruction civique qui sera refondée, le retour de l'histoire de l'art, entre autres. Le chef de l'État français a aussi dressé le bilan du début de son second quinquennat. Au Yémen, l'armée américaine a conduit une nouvelle frappe sur des infrastructures outils, une situation jugée très tendue avec un navire visé en mer Rouge par un missile au large du Yémen. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirme par ailleurs que la phase intensive des combats touche à sa fin dans le nord de Gaza. Selon un bilan annoncé ce mardi par le ministère de la Santé du Hamas, plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Une plainte a été déposée à Londres pour crime de guerre par le Centre international de la justice pour les Palestiniens. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la nation.